Un soir, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon compagnon: «J'arrête» et le lendemain matin, l'orgueil a fait son travail. J'ai dit: «Non, je ne partirai pas, je partirai la tête haute» et je suis restée. C'est la première de la chaîne YouTube On en reparlera, produite par Fabrice Trouvé, réalisée par Pierre-Paul Giudicelli, directeur de publication Maklouf Rabi. Et pour cette première de On en reparlera, nous invitons une femme, Florence Haberlinck, directrice d'Objectif Plus. Florence Haberlinck, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous ici à Château-Arnoux. Alors on va commencer par évoquer votre début de parcours de vie. Le but de l'émission, je le rappelle, eh bien, c'est de retracer ce parcours, votre histoire, à la fois à travers des souvenirs plus personnels, vos valeurs, vos souvenirs, et aussi votre parcours professionnel. D'accord. Ici, donc à Château-Arnoux-Saint-Auban, où vous habitez, c'est une commune, votre commune de cœur. Alors, vous n'y êtes pas né, mais vous n'êtes pas né très loin, en 1967, je crois, à Sisteron. C'est ça. Voilà, et vous avez vécu quand même les premières années de votre vie ici, dans cette commune de Château-Arnoux-Saint-Auban. Première question, vous vous sentez plus jarlandine, habitante de Château-Arnoux, ou saint-aubanaise? Bon, je dirais, Sainte-Aubanaise parce que là, c'est là où j'ai grandi, mais aujourd'hui, je suis girlandine. Enfin, je fais plus la différence. Mais c'est vrai que les purs du cru font la différence. Mais quand vous étiez jeune, Quand j'étais jeune, j'étais Sainte-Aubanaise. saint-aubanaise, on va expliquer un peu pourquoi. Vos parents étaient issus également de cette cité de Saint-Auban. Alors, ils sont pas issus de la cité, mais mon père y travaillait. Donc, il a travaillé, de suite après l'école et ma mère, qui est originaire du Nord, est venue s'installer aussi, sur Saint-Auban puisqu'il travaillait à l'usine. Enfin, il travaillait. Il a longtemps, occupé plutôt des fonctions de représentant syndical plutôt que, une occupation professionnelle. Représentant syndical engagé. Très engagé, très, très engagé. Vous avez des souvenirs marquants Oui. de cette époque de syndicaliste, de militant de votre père? Ah oui, 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 c'était une période, vraiment j'ai vécu dans cette défense, du monde salarié, monde ouvrier, dans une usine, avec, des guerres de tranchées avec les autres syndicats, pour pas le nommer la CGT, puisque mon père était de la CFDT, avec, des réunions, avec, des manifestations, voilà donc à bas, le patronat, vive le monde ouvrier, enfin voilà. Donc j'ai vécu dans cette ambiance-là, oui. Et vous l'avez bien vécu? Oui, ça m'a pas dérangée. Ça m'a pas dérangée. Après, ce qui me dérange aujourd'hui avec le recul, c'est, que c'est un monde de combat et je trouve que, c'est pas forcément, c'est pas la vie que j'ai voulu développer moi, qui est plus une vie en harmonie. Combat, militantisme, c'est des mots aujourd'hui qui n'ont plus cours, qui sont ringards, ou vous faites une différence? Bah, aujourd'hui, on parlerait plus de militantisme ou de combat, on parlerait d'engagement. Mais je pense que, si j'ai, enfin, cette histoire m'a permis, moi, d'avoir un engagement dans mon parcours professionnel. C'est-à-dire que j'aurais pu travailler dans une grosse boîte, j'aurais pu travailler dans le secteur classique marchand, mais j'ai choisi de travailler dans une association parce qu'il y avait une finalité sociale et je crois que ça, ce sont mes racines qui ont parlé. On en reparlera dans quelques instants. Votre parcours, scolaire, Florence Haberlinck? Heu, enfin classique, pas classique, enfin j'ai fait l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire à Saint-Auban. Ensuite, j'ai fait le collège à Château-Arnoux. Et ensuite, mes parents ont divorcé, donc je suis allée faire mon lycée à Manosque et ensuite je suis à la fac de sciences éco. J'ai fait le cursus, administration économique et sociale, AES, à Aix-en-Provence. Et à l'époque, que souhaitiez-vous faire comme métier? Alors quand j'étais plus jeune, je voulais être avocate ou, alors j'ai compris bien plus tard que c'est pas du tout c'était pas pour moi. Je voulais travailler dans les ressources humaines. Ceci dit, je fais de la ressource humaine, hein, mais je suis pas directeur RH ou, responsable RH. Donc la fac, les premières expériences professionnelles, c'est dans quelle branche, en fait, que vous les avez exercées? Alors ma première expérience professionnelle à sortie de la fac, j'ai travaillé dans une agence immobilière,
sur Château-Arnoux et en fait, l'objectif, c'était de créer un service, de location et bon, j'y ai travaillé 1 an, c'était vraiment pour, c'était on va dire l'emploi de transition avant de faire autre chose et ensuite, très rapidement, je suis tombée dans la marmite d'Objectif Plus ou de Sport Objectif Plus à l'époque. J'ai répondu à une offre d'emploi pour un poste de chargée de mission pour monter un dispositif qui s'appelait Profession Sport. Donc j'ai passé, l'entretien à Jeunesse et Sport, avec le directeur Jeunesse et Sport de l'époque et j'ai été recrutée, donc j'avais 23 ans. On était en quelle année? On était, décembre 90 et du coup, l'objectif, c'était, de mettre en place ce dispositif qui a été créé par le ministère des Sports, Roger Bambuc à l'époque, de professionnalisation des métiers du sport. Cette affinité pour les métiers du sport, elle vous est venue d'où? Vous étiez sportif, vous exerciez une activité sportive particulière? Bon, j'ai toujours fait de l'activité, physique et sportive, mais plus à direction d'entretien physique. Après, je pense que je suis très attachée aux valeurs du sport et c'est vrai aussi qu'on n'en a pas parlé, mais entre, ma première expérience professionnelle et Sport Objectif Plus, avec mon ancien compagnon, on a monté, un squash, le premier squash, des Alpes de Haute-Provence et donc on était encore dans les métiers du sport, en tous les cas dans l'activité sportive, Squash qui était à Château-Arnoux, qui était à Château-Arnoux, oui. à Ouais, l'époque. ouais. Ouais, ouais. D'accord. Les valeurs du sport, elles ont évolué ces 40 dernières années? Je sais pas si elles ont évolué. En tous les cas, moi, celle à laquelle, je me rattache, ce sont, les valeurs de solidarité, les valeurs de convivialité. On va parler de la 3e mi-temps, par exemple. Les valeurs, d'engagement, d'équipe, d'esprit d'équipe. C'est celles-là qui me viennent en priorité. Donc vous dirigez, cette association depuis, 35 ans. Je crois d'ailleurs que vous fêterez vos 35 ans, en cette année 2026, hein, au printemps prochain. C'est ça. Quel exemple de longévité! Alors, vous avez été à 23 ans directrice de cette association. Vous êtes toujours directrice, c'est un cas unique, hein? Alors, je ne sais pas si c'est un cas unique. Enfin, en tout cas dans le département, on n'a pas connaissance, Dans le département peut-être, mais dans cette association, enfin, qui appartient à un dispositif national, on est de nombreux collègues à occuper ces fonctions depuis le démarrage. Début des années 90, on ne parlait pas encore trop de féminisme, même si évidemment c'était évoqué dans certains sujets, mais une femme de 23 ans à la tête d'une structure, fût-elle de l'ESS, c'était pas commun du tout. C'était, alors c'était compliqué, alors c'était pas compliqué, mais oui, une femme en fait, j'avais 2 handicaps. J'étais jeune et j'étais dans un secteur, machiste. Le sport, on est d'accord, hein, c'est d'abord un milieu masculin. Le sport et puis le secteur, je travaille beaucoup avec le secteur administratif, enfin les représentants de l'État, du département et cetera et effectivement, au milieu d'hommes. Donc il fallait vraiment être, comment dire? Bah, il fallait avoir de la poigne. Il fallait s'affirmer. Oui, s'affirmer. Alors, c'est pas un problème pour moi. Ouais. J'étais même un peu trop affirmée. C'est ce caractère, on va dire rebelle, je ne sais pas si c'est le bon terme, il vous vient de ce passé syndicaliste de votre papa? Alors je pense qu'il y a 2 raisons. Effectivement, le combat mené par mon père, pour la défense des droits, et pour, l'amélioration des droits et des avantages des ouvriers. Et puis ma mère était, un exemple, de femme féministe, une femme qui est sortie d'un milieu, très modeste et qui, à travers l'éducation et à travers, sa façon d'être, a su s'imposer comme une femme libérée, oui. C'est donc l'exemple quand même, il y a toujours un peu les parents derrière, hein. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai les 2, j'ai les 2. J'ai pris des 2 côtés, oui. Alors, Sport Objectif Plus qui est devenu Objectif Plus, si vous deviez décrire l'activité de l'association, En 2 mots. pas en 2 mots, mais on a tout le temps, vous savez, donc prenez le temps, mais Ça, c'est mon c'est quand enfin, c'est compliqué d'expliquer l'association en 2 mots et je sais que, j'ai toujours eu, pas cette peur, mais je me disais, quand on faisait des repas avec des amis, «Explique ce que tu fais». Alors quand, il y a des métiers qui sont très faciles à expliquer, le mien, il est un peu plus compliqué. Mais schématiquement, donc, c'est une association qui fait, de la mise à disposition de personnel, on va dire comme une agence d'intérim, dans les métiers du sport, de l'animation et du social, médico-social.
Et parallèlement, on a un organisme de formation, centre de formation des apprentis, c'est-à-dire qu'on forme des jeunes, plutôt des jeunes éloignés de l'emploi, vers les métiers du sport et vers les métiers de l'animation. Alors il y a d'autres activités, hein, mais on fait aussi de l'appui aux associations pour les aider à se professionnaliser. Quand vous avez commencé, donc au début des années 90, combien de salariés étiez-vous dans cette association? Nous étions Que 2. deux, avec Cécile, ma collègue qui est restée avec moi pendant une vingtaine d'années. Et donc on a longtemps été deux, puis trois. Et puis là, aujourd'hui, on est entre 12 et 15 personnes. C'est devenu une belle association, hein. Oui, Alors on dit souvent, ça se vérifie, hein, ces derniers temps, ces dernières années, que les temps sont devenus de plus en plus difficiles pour les associations. Heu, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, dans votre secteur également? oui, ça se referme et ça se complexifie. Bon après, D'ailleurs, on parle d'économie sociale et solidaire oui, aujourd'hui, on parle plus trop d'associations, ça devient de plus en plus resserré en termes de financement public. Moi, je vous apprends rien, hein. Ça devient de plus en plus contraignant. On est soumis à des objectifs, à des obligations de résultats. En fait, le paradoxe, c'est de gérer une entreprise, mais à utilité sociale. Et des fois, c'est assez compliqué parce qu'on a une obligation de rentabilité, comme toute entreprise, et en même temps, on recherche une plus-value sociale. Donc, c'est pas aussi direct qu'une entreprise classique qui a un objectif, faire du bénéfice. Nous, on doit faire du résultat, mais on doit surtout atteindre notre objectif social. Donc, c'est une équation qui est compliquée à mettre en place. et comment vous avez vu, évoluer en fait le monde associatif là au fil de ces décennies? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé à votre avis depuis, les années 90? À la fois dans l'insertion professionnelle, à la fois dans, Je pense que le monde associatif s'est professionnalisé. Je pense il souffre aujourd'hui d'un désengagement de bénévoles. il y a une crise du Il y bénévolat. a une crise du bénévolat. Hem, Par contre, c'est un secteur qui devient très attractif pour les nouvelles générations, même les personnes diplômées, même des gens qui sortent des écoles de commerce, qui cherchent un sens à leur activité. C'est un secteur qui reste quand même un secteur dynamique, mais on est souvent confronté à une réalité de financement, et donc on fait souvent avec des petits bouts de chandelle, mais ça booste la créativité. Au cours de ces 35 années passées, j'imagine qu'il y a eu, pas mal de péripéties. Qu'est-ce que c'est qui vous a marqué? Quelles sont vos fiertés? Quelles sont, peut-être vos blessures aussi? Alors mes fiertés, c'est d'avoir fait grandir la structure là où elle en est aujourd'hui. Ma fierté, c'est d'avoir pu développer toutes ces actions vers des publics qui en avaient besoin et qui n'avaient pas forcément les moyens de travailler normalement. Enfin, on les a aidés aussi à s'insérer dans des activités. Les coups durs, on en a eu, oui, j'en ai eu. J'en ai eu des grosses crises internes. Le plus compliqué dans mes fonctions, ça reste le management, je crois. C'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué pour vous? Pour moi, mais pour l'ensemble, je pense qu'une personne qui manage des équipes, qui dit qu'elle n'a pas de problème de management, n'a jamais managé d'équipe. On dit que pour être un bon directeur, une bonne directrice, il faut allier 3 qualités, des qualités de développeur, des qualités de gestionnaire et des qualités de manager. Donc vous vous sentez plutôt à l'aise dans les 2 premières Moi, je suis un catégories? développeur. Moi, je suis une personne qui développe du projet. J'aime développer. Je gère, je sais très, très bien gérer ma structure. Manager, moi, je dirais que je ne manage pas, je suis un leader, qui même me suivent. Le problème, c'est que pas tout le monde a envie de suivre. Votre position allez, je vais employer le mot de patronne, puisque c'est un mot à la mode, aujourd'hui, elle résonne par rapport au passé syndical de votre papa? J'y reviens encore une fois dessus. À un moment donné, il n'y a pas eu un hiatus? Alors, moi, je me suis assez vite retrouvée, donc mon père, ça l'a un peu décoiffé par moments, mais moi, je m'y trouve, j'en ris et je le tourne à la dérision effectivement, des fois dans mes équipes, je leur dis: «Appelez-moi patronne», pour accentuer le fait voilà, mais non, je suis très à l'aise avec ça. Pas de souci. Non, pas de souci, j'assume complètement. Et par rapport au management, quel regard vous portez aujourd'hui,
sur le rapport au travail qu'ont les nouvelles générations. On sait que ce rapport au travail, il a beaucoup évolué ces 15 dernières années. Alors, il a beaucoup évolué comme nous, on a dû beaucoup évoluer par rapport aux générations précédentes. Et je pense que oui, on est dans un changement de paradigme. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, c'est juste un changement et que si on veut travailler avec la nouvelle génération, il va falloir qu'on s'adapte et sinon on ne travaille pas avec la nouvelle génération. Par contre, c'est vrai que pour des anciens comme nous, c'est déstabilisant. Mais je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est bien et en tous les cas, ça a aussi permis de prendre conscience de nous de prendre conscience aussi qu'on avait des efforts aussi pour un meilleur équilibrage vie perso, vie professionnelle. Mais ce rapport-là au travail, vous avez senti un véritable changement, depuis quand à peu près? On parle souvent de 2020, il y a un avant 2020, un après 2020. Avant et après le Covid. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a eu un vrai changement après le Covid. Et vous pensez qu'on est sur une tendance de fond? Oui, oui, une tendance de fond, clairement. Bon, j'ai un fils qui a 31 ans, qui m'explique sa façon de voir la vie, qui est fondamentale, différente à ma façon de voir la vie, que lorsque j'étais jeune. Mais finalement, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi qui avons raison? Je pense que, il y a une part de vérité, qu'il porte en lui et que les jeunes portent en eux et ils ont la valeur travail a moins d'importance pour eux. En tous les cas, c'est le sens qu'ils donnent à leur travail qui est important Et qui donnent à leur vie, sans doute et aussi. qui donnent à leur vie aussi. Tout à fait. Et donc sur, ce regard que vous portez aujourd'hui sur le changement du rapport au travail, il a quand même des conséquences sur, les difficultés à recruter. On le voit dans tous les secteurs pratiquement, hein. Oui, alors ça, par contre, c'est sûr, des difficultés à recruter et des difficultés à fidéliser. C'est plus la difficulté, c'est la fidélisation. C'est-à-dire qu'on est sur du consumérisme. Je prends, je quitte, je prends, je quitte, je prends, je quitte. Donc, quand on essaie de mettre en place des parcours sur du moyen-long terme, enfin, le moyen terme, on n'est pas sur du très long terme, on a beaucoup de turnover, on a beaucoup de... Donc, c'est compliqué à mettre en place. Mais il faut le prendre comme on est un élément de départ et faire avec. En tous les cas, on essaie de faire avec. Vous avez été conseillère prud'homale pendant 10 ans, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, de 10 années de prud'homme? Ça n'a pas été une expérience que j'ai beaucoup appréciée. On ne va pas parler de... Vous étiez tiraillée ou? Non, j'étais pas du tout tiraillée, mais en fait, on ne débattait pas les dossiers sur le fond, c'était des débats de employeurs-salariés, donc ça m'a rappelé peut-être, ça faisait résonance avec la posture de mon père à l'époque où les syndicats disaient de toute façon, si un salarié met son employeur au prud'homme, c'est qu'il a raison. Moi, je trouvais que c'était pas ça le sens de notre implication. Le sens de l'implication, c'était de juger en droit et non pas d'avoir un rapport de force. Donc je m'y suis pas retrouvée. Quelles sont pour vous, on va dire les valeurs non négociables, qui guident vos décisions, professionnelles? Quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes attachée? Je dirais le respect, prioritairement. Hem L'équité, mais c'est un sentiment qui est assez personnel puisque ce qui peut être équitable pour soi ne l'est pas forcément pour l'autre, donc c'est compliqué de parler d'équité. Hem, le respect, l'équité, les valeurs humaines, hem, l'engagement. Et qu'est-ce qui est le plus difficile lorsqu'on dirige une entreprise comme la vôtre, avec des valeurs humaines, mais qui est soumise à des contraintes économiques? Vous n'êtes plus seul sur le marché, hein, il y a de la concurrence, des agences d'intérim, sont nombreuses aujourd'hui. Comment, vous gérez ça, entre guillemets? Alors je crois que dans notre métier, enfin en tous les cas, dans notre secteur, qui est le secteur de l'économie sociale et solidaire, en tous les cas, de mon point de vue, le plus compliqué, ce sont les injonctions paradoxales entre des membres des conseils d'administration, hein, qui sont à la tête de la stratégie, les salariés et les partenaires qui financent. Donc en fait, on est des fois dans des déséquilibres insurmontables parce que ce ne sont que des injonctions paradoxales. Et en fait, le fusible dans tout ça, c'est le directeur. Le directeur, c'est celui qui doit essayer de maintenir l'équilibre entre tout ça.
et qui a des fois, c'est des fois un équilibre quasiment impossible à mettre en place. Et donc, vous êtes sous pression, j'allais dire, constante et Beaucoup, croissante? beaucoup, beaucoup. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, ça se voit pas, mais oui. Oui, 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 je suis sous pression. Quand c'est pas la gouvernance, ça peut être un salarié. Quand c'est pas un salarié, ça peut être un partenaire. Ça peut être un partenaire qui arrête de financer du jour au lendemain. Du coup, il y a un contrat en cours, eh ben, on ne sait plus comment on va financer le contrat. Et puis, parce qu'on a pris une décision sans en parler à son président, ben, le président n'est pas content. Enfin voilà, ça devient compliqué. Et est-ce que vous avez appris à vous poser des limites avec le temps et l'expérience? Alors des limites, Des limites, à la fois, pour parler un peu trivialement, pas se prendre la tête sur des dossiers, sur lesquels vous vous seriez pris la tête il y a quelques années encore, j'essaye. décompresser, Alors je décompresse. J'ai une faculté à pouvoir maintenant, comment dire? Faire des arrêts sur image, enfin des arrêts d'activité, c'est-à-dire, j'arrive à ne plus penser à mon boulot, sur des périodes courtes, hein, le week-end et cetera, je fais des pauses. Sauf quand il y a quelque chose qui me perturbe vraiment. Heu, Après, c'est quoi qui vous perturbe le plus, en fait? C'est les relations humaines, c'est le management? là, les relations humaines, ça peut être le management, ça peut être les relations avec les membres, du conseil d'administration. Mais vous arrivez à déléguer cette partie-là, Alors le management, oui, aujourd'hui, j'arrive à déléguer. En fait, le management de proximité, parce que quand vous êtes un développeur, vous pouvez pas être sur du développement et être en lien direct avec vos équipes. C'est deux postures complètement différentes. Donc oui, j'arrive à déléguer le management. Et puis, il faut surtout que je réfléchisse à la transmission parce que dans quelques années, qui vont arriver très très vite, je vais partir à la retraite. Donc il faut aussi, j'ai cette réflexion-là maintenant de me dire, il faut transmettre. Pensez-vous que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est appréciée à sa juste valeur? Ce n'était pas forcément le cas, dans les années 90 lorsque vous avez commencé l'activité. En plus, vous étiez jeune, vous étiez une femme. Vous disiez avant d'enregistrer cette émission qu'on vous regardait un peu parfois de manière condescendante. Ça a changé ce regard? Ça dépend. Pour les chefs d'entreprise, classiques, après, enfin, si on arrive à travailler avec le secteur marchand classique, oui, après on peut être, estimé à notre juste valeur. Sinon, il y a toujours quand même un regard un peu différent. C'est-à-dire que oui, on n'est pas des entrepreneurs au sens où on n'a pas investi, notre argent pour monter une boîte. On est salarié, on est financé. Or les entreprises, on est subventionné. Or les entreprises sont peut-être même plus subventionnées que les associations. Donc il y a un petit regard un peu toujours qui reste sur, l'économie sociale et solidaire n'est pas une vraie économie. Or on partage à mon sens la même économie. Et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre, au secteur, et on a beaucoup de choses à apprendre au secteur classique marchand, oui. On n'a pas parlé de la gouvernance, d'Objectif Plus, elle se compose comment aujourd'hui? Alors elle se compose, alors j'ai une gouvernance assez ancienne, c'est-à-dire que j'ai des administrateurs qui sont très fidèles, hein, puisque, j'ai 4-5 administrateurs qui sont là quasiment depuis le départ, hein. Jacques Boëttier est là depuis, 35 ans, Fred aussi, Fred Single. Donc Donc des élus, hein? des élus. Ce sont alors soit des adhérents de notre structure, soit des gens qui adhèrent à la structure, en nom personnel pour pouvoir être membre du conseil d'administration. Beaucoup d'hommes d'ailleurs. Donc ça, c'est mon prochain challenge, c'est de féminiser, les membres du conseil d'administration pour mettre une parité. Aujourd'hui, il y a quasiment que des hommes. Cette fameuse parité qu'on a du mal quand même à Oui, mettre en place aujourd'hui, hein. on a du mal à Ça mettre en tient à place. quoi ça, Florence? Ça tient au fait que, une femme, si elle sait qu'elle n'a pas le temps, si elle n'a pas les compétences, ou elle pense qu'elle n'a pas les compétences, ou si elle a des doutes, elle ne s'engagera pas. Un homme, même s'il sait qu'il n'a pas les compétences, qu'il n'a pas le temps, et qu'il a des doutes, il ira en disant, «C'est pas grave, j'y vais». C'est une question de confiance uniquement? Je pense que c'est une question de confiance, mais c'est plus profond que ça. C'est que c'est installé dans la société et que c'est des messages qu'on diffuse, dès l'enfance, et c'est un environnement qui fait qu'un homme est légitime, une femme ne l'est pas. On dit souvent que on sacrifie, la vie personnelle, la vie de famille, lorsque vous êtes engagé comme vous l'êtes depuis des années, par rapport à son métier. C'est votre cas, ou vous avez le sentiment aujourd'hui avec du recul d'avoir, sacrifié un peu la vie de famille?
Oui, alors je dis rarement que j'ai des regrets. Alors j'ai pas des regrets, mais je pense que, vis-à-vis de mon fils, je pense que j'ai pas été peut-être aussi présente que ce que j'aurais pu être. Alors j'avais la chance, ou j'ai la chance toujours d'avoir ma maman qui était institutrice et qui du coup pouvait me garder Jules quand, j'avais des dépassements d'activité et cetera, la moitié des vacances scolaires. Donc je pense que ça a contrebalancé. En fait, il a eu 2 mamans quasiment, on va dire ça comme ça. Mais oui, Jules est un pur produit, d'Objectif Plus, hein, c'est-à-dire que, il a vu sa mère, toujours travailler et petit, il me disait: «Maman, je ferai tous les métiers sauf le tien parce que tu travailles trop». Avec du recul, on va bientôt parler de l'avenir, mais on se retourne encore un peu vers le passé, parce que vous avez une expérience qui est très riche. S'il y avait des choses que vous devriez recommencer ou pas, ça serait lesquelles? Parce que parfois on fait un peu le bilan, Je crois que je referais pareil. pareil. Pas de regrets, Non, non. non, non, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis pas une femme de regrets. Ouais. Non, je crois que je referais pareil. Je réfléchis, mais je vois pas comment je change, qu'est-ce que je pourrais changer? Est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes dans votre carrière, Florence Aberling, des personnes, des moments, des lieux qui ont provoqué des déclics et qui Des personnes déterminantes, alors oui, il y a eu les anciens membres du conseil d'administration puisque ça a été, comment dire? Des personnes qui ont adhéré au projet au même titre que moi et qui ont suivi le projet depuis 35 ans. Mes collègues, qui travaillent sur d'autres départements, donc le réseau profession sport, ce sont des relations, déterminantes puisque, si on n'avait pas eu, ces temps, où on se voit, où on fait la fête, où on partage, je pense qu'on aurait lâché l'affaire bien avant. Hem, il y a eu des moments difficiles, vraiment difficiles sur le parcours là, des moments où vous vous êtes dit: «Je laisse tomber»? une fois une fois, on a eu une grosse crise interne, c'est en 2009-2010, mais un tsunami. Totalité de l'équipe est partie, la totalité de l'équipe sauf moi. J'avais la chance d'avoir un conseil d'administration hyper présent et hyper, solidaire avec moi et du coup, un soir, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon compagnon: «J'arrête» et le lendemain matin, l'orgueil a fait son travail. J'ai dit: «Non, je ne partirai pas, je partirai la tête haute» et je suis restée. Et vous avez bien fait. Je sais pas, mais je suis restée. Qu'est-ce qui vous permet de décompresser en dehors du boulot? Je marche, je fais du yoga beaucoup, enfin, je marche pas mal, je fais du yoga, je fais du sport, je bouquine, je vais au ciné, voilà, je m'aère l'esprit à la fois physiquement et à la fois intellectuellement. C'est nécessaire. C'est nécessaire et je fais la fête. Très important aussi. Oui, j'aime faire la fête. Vous avez gardé des amis d'enfance, des relations, de longue date, comme on dit? Oui, 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 alors, des amis d'enfance, oui, j'ai des gens que je connais depuis, trentaine, quarantaine d'années et oui, je suis assez fidèle, en En amitié, amitié? oui, oui, oui. C'est des repères essentiels. C'est des repères essentiels. J'ai pas beaucoup besoin de gens autour de moi, mais j'ai besoin de repères avec des gens qui me connaissent et avec qui, je partage des choses depuis longtemps. Des vrais amis Des vrais amis, oui. pour Oui, faire la oui. fête. Oui, oui, c'est ça. Pour faire la fête et puis après pour partager, des choses des fois moins joyeuses parce qu'on fait pas que la fête, mais oui. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes restée dans ce département des Alpes-de-Provence, Florence Aberlinck? Le job. Vous avez pas eu d'opportunité à un moment donné de Beh, partir je pense que j'étais tellement investie dans ce job que personne n'est jamais venu ouais. me chercher parce qu'en fait, je porte la structure, j'incarne la structure, je suis mélangée à la structure. En fait, Objectif Plus et Florence, c'est une seule et même On personne. vous l'a pas reproché ça? Et on me le reproche. On me le reproche même aujourd'hui. Mmh. Parce que demain vous partez, qui vous remplace? Ça se travaille. Vous C'est y en pen cours. vous y pensez? Ouais. Oui, j'y pense. Je vais plus qu'y penser. Ouais. C'est un travail que j'ai commencé à élaborer, même si ça se voit pas, mais oui, je suis déjà dans la transmission. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite s'engager aujourd'hui dans le social sur un territoire, il faut le dire, rural comme le nôtre? Avoir la foi. C'est plus difficile, ici à Manosque, à Digne que sur Aix ou Marseille? C'est à la fois plus difficile parce que
moins d'opportunités, moins de développement économique, et à la fois plus simple, parce que moins d'opérateurs et moins de concurrence, et puis parce qu'ici, on a l'habitude de travailler en coopération. C'est une vraie particularité des départements ruraux. On coopère, on travaille ensemble. On a essayé de travailler sur des départements urbains, sur Marseille. Waouh, choc de culture, hein, vraiment, vraiment. Et puis ici, il y a un vrai engagement. Alors je crois que ça doit tenir aussi à la ruralité, c'est-à-dire quand les gens disent bingo, ils s'engagent. Au-delà des structures et du parcours professionnel, qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre à des nouvelles générations par rapport à votre vécu, votre expérience? Pas facile, hein? Ah non, 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 pas du tout. Pas, je sais pas. Des valeurs peut-être, hein? Les valeurs, oui. Ouais. Bon, la valeur travail, mais même s'ils la voient différemment, mais travailler et être investi dans un projet à finalité sociale auquel on croit. Moi, je travaille pas, comment dire, je participe à développer des activités en faveur de publics en difficulté. Donc c'est pas un vrai labeur, c'est une croyance. Une croyance, Pas une croyance, un investissement, ouais. c'est un engagement, voilà. Un sacerdoce. Non, Oh, je non, rigole. non, non, c'est pas mon truc. En tout cas, il faut avoir la foi, comme Il on faut dit. avoir la foi, et puis qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Mmh, je sais pas, là, comme ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais là, comme ça, je vois pas d'autres. Des projets encore pour Objectif Plus de développement? Oh ben là, on est toujours en projet de développement, et heureusement d'ailleurs, sinon on n'existerait plus. On est en cours de développement d'une structure sur la Corse. Donc, pour développer un groupement d'employeurs insertion qualification en Corse. Et pourquoi en Corse? Alors pourquoi? Parce qu'on avait commencé à avoir on a été, on était intervenu déjà en Corse, c'était avant le Covid, et puis après, du coup, on a tout arrêté, hein, parce qu'on s'est recentré sur notre territoire. Et puis parce que notre fédération nationale veut qu'on développe cet outil sur un territoire où ça n'existe pas, et la Corse, on est les plus proches. Donc je vous avoue que la Corse est un territoire à prendre avec beaucoup de précautions. Donc, Faites attention, il y a Pierre-Paul à la réalisation, il sais. vous écoute. Donc on n'y va pas en pays conquis, loin de là. Et c'est un sacré challenge, la Corse, quand même, hein, parce que c'est un territoire particulier, hein, la Corse. Particulier, mais Intéressant, très intéressant. on a souvent comparé les Alpes de Provence à la Corse. Je pense qu'on est très similaires sur notre façon, c'est ce que je leur dis, hein. Il y a 160 000 habitants sur le 04, c'est un territoire rural, montagneux, donc on n'a pas la mer, mais on a à peu près les mêmes caractéristiques géographiques. Donc il y a la Corse, on vient d'être de nouveau porteur du dispositif local d'accompagnement là, depuis 2026. On est en cours de partenariat avec le conseil départemental sur de la mise à disposition de personnel, donc il y a des projets en portefeuille. S'il fallait citer quelques chiffres, allez, 3-4 chiffres qui marquent un peu Sport Objectif Plus aujourd'hui, en termes d'accompagnement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous vient en tête d'emblée? Je pourrais vous dire qu'on a 3 groupements d'employeurs, qu'on a géré 400 et quelques salariés sur 2024-2025. On doit avoir une centaine d'adhérents. On a mis en place des parcours, on a dû mettre en place 4-5 parcours, donc des parcours de formation vers les métiers du sport et vers les métiers de l'animation. On est 14-15 salariés. Le budget? Le budget, on était en 2024, parce qu'on n'a pas encore clôturé 2025, on était à 3,5 millions. Donc une belle petite Une entreprise. belle petite entreprise, oui. Ouais, oui. Et comment vous imaginez, j'allais dire Sport Objectif Ouais, Plus? ça nous colle à la peau, hein. Non, Objectif Plus. Objectif Plus dans 10 ans. Dans Vous 10 ans. vous arrivez à vous projeter? Non. Non. Même moi, aujourd'hui, en étant en activité, et même depuis le démarrage de mon activité, je suis jamais arrivée à me projeter. En fait, je me Au-delà. projette. D'une année sur l'autre? Ouais, même pas. Ah oui. Je fais pas de projection. Ouais. C'est ma manière à moi d'avancer, c'est-à-dire j'avance dans le sens de la marche. Je suis le sens de la marche, mais je me projette pas avec une vision du futur. Ça n'a jamais été. Ça n'empêche pas d'avoir une vision, hein, mais je me projette pas autant. Et y compris pour votre vie personnelle?
Ouais, je pense qu'aussi. Je pense que c'est ça. La Oui. retraite, vous y pensez là? Bah, là, je suis un peu obligée d'y penser et de l'imaginer et de me projeter et j'avoue que c'est un gros challenge quand même, à 2 titres. Bon, 1, ne plus travailler et 2, laisser le bébé, hein. Non, c'est un gros challenge. Ça doit être un gros tournant dans ma vie, de femme et ma vie professionnelle. C'est un gros, gros tournant. Bon, vous aurez de l'activité par ailleurs, une fois que vous n'aurez plus d'activité professionnelle, j'imagine? Oui, je pense que j'aurais de quoi m'investir et de m'engager dans des structures associatives et puis de prendre du temps pour moi, faire peut-être un peu autre chose. Peut-être, dans des sphères plutôt artistiques, ce que j'ai pas eu le temps de faire en travaillant. Pour finir, Florence Haberlinck, si l'on devait en reparler, si dans cette émission on en reparlera, qu'aimeriez-vous qu'on dise de votre parcours? Ouf. C'est difficile ça, hein, Ouais, ouais. De mon parcours ou de la structure de ou votre de parcours mon perso parcours? ouais. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Ouais, un parcours de femme engagée, engagé, ouais. et indépendante. Parce que j'ai toujours cultivé mon indépendance. Indépendance et liberté. Ouais. Ouais, c'est ça qui, m'importe beaucoup, moi, en tant que femme, hein. C'est que j'ai été indépendante, enfin indépendante, je dépends bien sûr d'un système et cetera, mais même au niveau de la structure, j'ai tout fait pour qu'elle ne soit dépendante de personne et de personne et de pas de enfin, de voilà, qu'elle soit indépendante. Donc d'indépendance et de liberté, oui. Alors, une dernière question, que pose, toujours, mon ami, Maklouf Rabi, sur sa chaîne YouTube aussi, de Château-Arnoux à Saint-Auban. Une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? J'en ai pas comme ça. Heu, Est-ce qu'on a fait le tour? ouais, je pense qu'on a fait le tour, oui. Ouais. Oui, oui. Bah, écoutez Florence, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous Merci à aujourd'hui. vous. Ça a été un grand honneur pour cette, première édition Eh ben, je suis contente d'avoir participé, au numéro 0. et puis, longue vie à Objectif Plus et Oui. puis, bonne continuation pour vous, Merci pour Nicolas. cette fin de carrière. Merci à Merci. vous.